drop tonight. Sortir du corps, en fait, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu pour moi, puisque ça arrivait quand j'étais petit. On n'en parlait pas parce que, tout simplement, il n'y avait pas d'écho dans la famille et dans l'environnement. On n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas entre camarades, on n'en parle pas au sein de la famille. Donc l'enfant apprend assez vite à garder ses expériences pour lui et ne les comprend pas forcément. J'ai éprouvé cette sensation curieuse de me détacher et de voir le plafond m'arriver en pleine figure. Après, je pouvais voler. J'allais à droite, à gauche, sur les toits, visiter les voisins. Mais j'y pensais beaucoup. Avant d'aller me coucher, je désirais que ça se reproduise. J'étais vraiment très, très fort chez moi. Mais comme il n'y avait pas d'explication, d'écho autour de moi, j'ai appris tout de suite à ne pas en parler. J'étais sûr que c'était un truc réel, puisque j'ai ramené un certain nombre de fois des choses qui sont objectivement impossibles à savoir, et je le savais par ce moyen-là. Donc, à l'évidence, c'était un moyen de connaissance directe, donc c'était réel. Mais évidemment, je n'en ai jamais parlé à mes parents, j'en ai parlé plus tard, quand j'ai pris conscience du phénomène, quand on me l'a expliqué, entre guillemets. Et évidemment, j'en parlais pas dans ma vie professionnelle, ça va de soi. J'aurais pas fait la carrière que j'ai fait si j'avais raconté la moitié du cinquième de ce que j'explique aujourd'hui. Donc pendant longtemps, j'étais un individu lambda, un cadre sup dans les boîtes où je suis passé. Les choses n'étaient pas faciles, on travaillait beaucoup et je me débrouillais plutôt bien. Mais je scindais les deux. Donc c'est à l'occasion de la publication du livre qu'il a fallu montrer son visage. Le livre, si tu veux, il est structuré autour de deux idées. On est des créatures spirituelles, il faudrait que les gens le vérifient directement. On abandonne les systèmes de croyance, on vérifie. La croyance peut nous faire croire n'importe quoi. On croit à une chose le mardi et le mercredi, on a changé d'avis parce que ça repose sur rien de solide. Donc l'expérience directe, c'est la chose qui nous permet vraiment de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Premier point, on est des êtres spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on ne disparaît pas après la mort du corps physique, par exemple. C'est quand même assez sympa. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas tout seul dans l'univers et on n'est pas tout seul sur cette planète. Et c'est fichtrement important. Je suis marqué chaque fois que je fais un voyage. C'est tellement différent à chaque fois. C'est pas comme une pièce de théâtre que tu aurais l'impression de revoir d'une manière ou d'une autre à chaque fois. C'est sans cesse renouvelé, c'est surprenant à chaque fois. C'est ça qui est fabuleux. Ça peut se produire absolument n'importe quand, dans la mesure où le corps est dans un état de léthargie supérieur au sommeil. Il y a des techniques, bien sûr, il suffit d'aller sur Internet, il y en a un million. Mais à la base, c'est vraiment deux ou trois choses de ce genre-là. C'est d'abord prendre conscience qu'on n'est pas des créatures uniquement physiques, que le physique est un mode une sorte de véhicule, en fait, dans cette dimension-là, qu'on peut le quitter. Et pour ça, il faut se déprogrammer de tout ce qui nous a été enseigné directement ou indirectement par notre culture, cette culture actuelle. Voilà, c'est le premier point. L'autre point, le deuxième point fondamental, c'est d'avoir l'intention de le faire. Une fois qu'on a compris qu'on peut le faire, c'est d'en avoir l'intention. Et après, la technique suit, quelle qu'elle soit, elle fonctionnera. Tu vas voir les choses comme tu les vois ici, avec beaucoup plus d'acuité. Tu vas voir, par exemple, les mouvements browniens à l'intérieur des objets, l'agitation moléculaire, tu vas voir des émanations qui émanent de ces objets. Tu vas voir, même dans la nuit physique, tu vas voir une lumière qui est diffusée par toute chose, une espèce de crépuscule. Ça, c'est uniquement si tu es dans la dimension physique. Si tu montes dans les dimensions supérieures, tu vas distinguer les choses à encore plus d'intensité, parce qu'il y a plus de lumière. Et avec des nouvelles couleurs, tu as un spectre de perception qui est plus large qu'avec les yeux physiques. Donc tu vas avoir des gens qui sont sur le plan astral, et tu vas avoir des gens qui sont sur le plan physique. Quand tu es dans la dimension physique ou très proche de la dimension physique, tu verras les deux en même temps. Tu vas voir des décédés qui restent dans le coin. Alors il y en a partout. Toujours une frange de la population de décédés qui décide de rester dans le coin un bout de temps. Alors ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années, pour différentes raisons. Mais bon, je ne vais pas leur faire leur psychanalyse, mais apparemment ils aiment le coin, ils y restent. Moi, ça me paraît bizarre, mais bon, j'arrive pas à m'y faire, mais c'est comme ça. Tu vas voir tout ce que tu as envie de voir, et l'univers est beau. Alors, cet univers-ci, il y a plein de choses à voir, mais dans les autres univers, il y a énormément de choses à voir également. Donc, tu comprends ce que c'est que l'infini. Hein. Donc, on voit un tout petit morceau de l'infini. Donc, on a envie de l'explorer, de comprendre, de rencontrer des êtres intelligents. Il y en a plein partout. Ça grouille. Si tu sors, tu les vois, ou si tu es clairvoyant, tu les vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens très nombreux qui peuvent voir le champ énergétique et les créatures énergétiques. Fait de matière vitale, fait de matière énergétique. En Nouvelle-Calédonie, j'en ai croisé, j'ai croisé des gens qui le vivaient, qui le voyaient normalement. Enfin, ça faisait partie de leur vie quotidienne. Dans toute l'humanité, sur toute la planète, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont cette aptitude naturelle, elle n'a rien d'extraordinaire.
Il s'agit d'élargir son spectre de perception, exactement comme une caméra a un spectre. Elle peut aller dans l'infrarouge, ultraviolet. Bon, voilà. Les êtres humains ont un spectre plus ou moins large. Il y en a qui ont un spectre large et puis ils voient ça. En fait, le monde physique n'est pas le monde le plus bas. Il est quelque part sur le vecteur vibratoire. Je ne sais pas où il est exactement, mais il y a des mondes inférieurs qui vibrent plus bas. Il y a des mondes supérieurs qui vibrent plus haut. Je le sais parce que je suis allé dans les deux. Au fil des années, j'ai fini par comprendre qu'il y avait un paramètre, c'est l'intensité et la variété des couleurs et de la lumière qui fait qu'on peut se dire je suis vibratoirement dans tel ou tel niveau. Voilà. Dans les mondes inférieurs, on a moins de lumière, on a le bleu qui disparaît, on a des couleurs qui sont de plus en plus ternes, des couleurs qui sont sales. Et dans les mondes supérieurs, on a de nouvelles couleurs qui apparaissent. Et la lumière est beaucoup plus intense. Plus on monte, plus c'est intense. Au point que si on avait des yeux physiques, ils ne résisteraient pas. Hein. Ce ne serait pas possible. Dans ce monde-ci, on a une certaine inertie du monde physique, mais il y a quand même des gens qui sont capables d'agir sur la matière directement. Dans les mondes inférieurs, ça a l'air d'être beaucoup plus difficile, même pour se déplacer, c'est difficile. Il y a des entités qui jouent avec nous, elles ont différentes méthodes pour nous casser les pieds, elles nous font peur et commencent par nous faire peur. Ensuite, elles nous enferment, je me suis fait enfermer un paquet de fois. J'ai mis des fois longtemps à comprendre comment il fallait sortir, comment on pouvait sortir, parce que c'est pas en luttant que tu sors, par exemple. Voilà, ça, c'est, voilà. J'ai mis 10 ans à comprendre ça. Plus tu luttes, plus ça se referme sur toi. Tu t'en fiches complètement, dire bah, tu m'as enfermé, c'est bien. Ben, je ne joue pas. Bon, moi, je suis très bien ici. D'ailleurs, je vais y rester 100 ans. Voilà. Et l'entité qui veut s'amuser avec toi, parce qu'elle joue avec ta peur, avec ton envie de sortir, eh ben, elle n'a plus envie de continuer, parce que tu ne joues pas. Tu ne joues pas dans son jeu. Il y en a d'autres qui sont capables de te priver d'énergie en te plombant, par exemple, en te rajoutant de l'énergie vitale. Tu es obligé de retourner au corps physique. Donc, ils sont très très malins, ils s'amusent bien. Un peu comme on s'amuse avec une fourmi qui se balade sur le sol, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pour faire 10 mètres comment j'avais déployé autant d'énergie pour avancer de 10 mètres. Tu vois. Je savais qu'il y avait des entités qui habitaient ces curieux bâtiments que je voyais un petit peu plus loin. Je n'ai pas réussi à y aller, c'était beaucoup trop difficile pour moi. On a l'impression d'être pris dans une espèce de gelée, une espèce de poisse. Enfin, moi, quand j'y suis allé, c'était ça, et c'était vraiment pénible. Alors que dans le monde physique, on se déplace facilement. Et dans les mondes supérieurs, alors là, c'est la grande liberté, c'est génial. C'est un peu comme si on était du côté de l'inertie en bas dans les mondes inférieurs, du côté de l'énergie dans les mondes supérieurs. On oscille entre ces deux positions en fonctionnant, donc en circulant sur le vecteur vibratoire. Plus on monte dans les fréquences, plus la pensée, le mental peut s'actualiser de manière réelle autour de nous. C'est-à-dire que dans les mondes supérieurs, et c'est ce qui est dit dans le Bardo Todol par exemple, si on crée quelque chose dans l'esprit, il apparaît instantanément autour de nous. On pense à un lion, il va être là. Mais vraiment en super haute définition et en 3D. Plus on descend dans les échelles vibratoires, plus on a de l'inertie et l'univers répond difficilement à la pensée. Plus on monte et plus c'est le contraire. Voilà. Ce qui fait qu'après le décès du corps physique, on risque d'être confronté à ce pouvoir de création extraordinaire de l'esprit. Et c'est ce que dit le Bardo Todol. Le Bardo Todol, le livre des morts tibétain, ne dit que ça. Il ne fait pratiquement dans chaque chapitre que rappeler cet élément-là. Tout ce que tu vois, ça a beau être extraordinaire, c'est la projection de ton propre esprit. Mais l'univers, dans les univers supérieurs, ils ne sont pas uniquement ça. Il y a une réalité objective qu'on appelle consensuelle. Apparemment, ces univers ont été créés par consensus d'un certain nombre d'êtres qui sont passés avant ou qui sont toujours là. Et la réalité est construite comme ça. La réalité, elle est mentale, on finit par le comprendre. Après la mort du corps physique et de la contrepartie énergétique du corps physique, tu vas exactement là où ton état de conscience te prédestine. C'est un peu comme si tu émettais une certaine fréquence, et ben cette fréquence que donne ta conscience va aller s'harmoniser avec un monde qui a le même genre de fréquence. Donc voilà, tu vas tout droit à l'endroit où tu as demandé à aller, en quelque sorte. Si tu es plein de haine, d'amertume et tout ce que tu veux de ce genre-là, tu imagines que tu ne vas pas aller au paradis comme ça. Il y a une partie de la personnalité que tu penses être toi qui est restée dans le corps de chair, oui. Une partie de cet ego pour faire fonctionner l'incarnation. Hein. C'est le super logiciel de l'incarnation, l'ego. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut tuer l'ego, ce genre de truc. C'est un peu comme de vouloir tuer le logiciel de ton ordinateur. Si tu veux qu'il marche, il faut garder le logiciel. Après, bon, naturellement, quand tu n'en auras plus besoin, à la mort du corps physique, tu vas adopter autre chose. Voilà. Tout est une affaire de rappel à la mémoire. Il y en a qui mettent un bout de temps, hein, mais pour beaucoup de gens, ça revient très vite. Déjà, je vais expliquer ce qu'on ressent. C'est un sentiment de liberté et de joie profonde. Tu es parcouru de vitalité, une vitalité prodigieuse. Mais pas une vitalité au sens, c'est pas une excitation comme si tu avais bu du café, ce genre de choses. C'est la vie même qui circule en toi. Tu vois. Et la liberté avec un grand L. Tu te sens une incroyable liberté. C'est pas imaginable quand on est dans le monde physique.
Et c'est ça qui nous fascine, c'est ça qui fait qu'on a envie de recommencer. On parle de la liberté en souvenir de ce qu'est la vraie liberté. Cette vraie liberté, elle est là-bas, dans cet état-là. Donc la liberté, la joie, la lucidité, c'est très important. Notre lucidité est supérieure à celui qu'elle est dans le monde physique. De ce point de vue-là, on se rend compte qu'on est des dormeurs dans le monde physique. On est en quelque sorte, parce qu'on est assommé par le costume de chair, on dort, comme si on était drogué. Quand on émerge de la structure physique, on devient d'un seul coup beaucoup plus lucide. Les choses sont beaucoup plus claires, ça va beaucoup plus vite. Imagine un moment où tu essaies de raisonner alors que tu es endormi. D'accord, bon, tu as eu une journée de travail, tu es vraiment crevé, tu as pas assez dormi les derniers jours, etc. Tu dois réfléchir à un problème quel qu'il soit, ça a du mal à démarrer, toi. Et puis un autre jour où tu penses à la même chose, mais tu es vachement reposé, tu es en forme, et là, bouh, ça va beaucoup plus vite. Bah, tu transposes ça, et tu le multiplies par 10, par exemple, et tu as une idée de ce qui se passe quand tu es dans le véhicule astral. C'est la liberté même. C'est un état d'être. Même, à la limite, si tu restes à l'endroit où tu es, tu te sens libre. Et effectivement, le fait de voler, de circuler en volant, c'est prodigieux, hein, c'est le rêve de l'être humain. Mais en fait, c'est un souvenir qui est inscrit en lui. Le souvenir de ce qu'il a un peu oublié pour l'instant. Mais c'est notre état naturel. On est des êtres libres. Au fur et à mesure où on monte en vibration, on n'a plus besoin de rechercher l'amour parce qu'il est en toute chose, à l'intérieur de nous, dans chaque parcelle qui constitue notre être. Mais il est autour de la même façon et distribué également. Donc ce qui fait, c'est un peu comme si on était de l'eau dans de l'eau. Il n'y a pas besoin de se déplacer ou de faire quoi que ce soit pour en avoir plus. La problématique est différente. Ici, on a, à cause du voile de l'ignorance et de l'oubli, on a le réflexe d'aller chercher plus d'amour. On peut voir la vie physique d'ailleurs comme étant l'espèce de course à plus d'amour, plus de sécurité, plus de chaleur, de reconnaissance qui est une forme d'amour. Dans les mondes supérieurs, on baigne dans l'abondance, donc on n'a pas à rechercher plus, on ne peut pas avoir plus parce qu'on a déjà tout ce qu'on peut avoir. Donc la raison pour laquelle on va se déplacer, explorer, essayer de comprendre, continuer à vivre son évolution, c'est pas pour rechercher plus d'amour, parce qu'on a déjà tout. C'est par curiosité, soif d'apprendre, d'évoluer, de comprendre, de sentir. Dans les voyages hors du corps, on va rencontrer d'autres types de civilisations. Ils ont une autre manière d'aborder les choses, ils règlent leur population. Ils ne se déploient pas, ils ne se dupliquent pas à l'infini, par exemple. S'ils ont l'occasion d'être 100 milliards, ils vont peut-être s'arrêter à 10 ou à 5, je ne sais pas. Donc il y a une espèce d'autogestion des espèces avancées dans lequel à un moment ils se disent, bon ben voilà, surtout imagine que tu vis 10 000 ans, tu ne vas pas faire un gosse par an, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, mathématiquement, il va y avoir un problème. Ou alors il va falloir envahir l'espace dans toutes les directions. Mais bon. Donc dans les civilisations avancées, il y a une autorégulation naturelle. De la même façon, les transactions s'opèrent sur un mode non financier et pas basé sur l'argent, c'est autre chose. Le travail également dans un concept complètement différent. Il n'est pas absolument nécessaire de travailler dans les civilisations avancées. Tu peux très bien travailler, on va dire n'importe quoi, à 40 ans et puis prendre 3 siècles de vacances. Ça pose de problème à personne. Le comportement humain est basé sur la survie. À 99,99%, il est basé sur la survie. Donc effectivement, on est sur du trading d'amour, de sécurité, de nourriture et de sexualité, ce qui est une seule et même chose, c'est la survie. Et là, on est sur une autre économie. C'est l'économie de l'amour et dans cette économie-là, c'est que l'abondance qui règne. Il n'y a pas de concept de rareté. C'est en ça que les conspirationnistes se gourrent énormément. Ils pensent que les extraterrestres nous ont envahis et cherchent à nous manipuler pour nous piquer quelque chose. D'abord, cette planète, elle n'est pas à nous. Ils étaient là avant nous. Ensuite, ils sont dans l'abondance, dans l'extrême abondance. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils nous volent? Il faut réfléchir 2 secondes. Ces gens-là, ils sont capables de voyager plus vite que la lumière, de voyager partout. Ils sont capables d'avoir tellement de matériaux qu'ils sont capables de faire des vaisseaux immenses. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils nous volent? Ils sont capables de produire de la matière comme ils le veulent et de l'ordonner comme ils le veulent. Ils sont capables de produire des matériaux intelligents qui sont auto-générés, auto-soudés, etc. Ils sont capables de choses. Un primitif, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'il y a 10 000 ans, moi, j'aurais rien à lui voler. J'ai mon téléphone portable, j'ai ma bagnole, j'ai machin. Qu'est-ce que tu veux que j'aille lui piquer son morceau de caillou avec lequel il taille ses haches? On a exactement ce raisonnement-là. Les gens qui sont sur cette idée de conspiration, qui viennent nous voler de l'or ou nous mettre en esclavage. Si les visiteurs voulaient nous faire chier, on le saurait immédiatement. Hein. À l'instant où ils décideraient, le résultat serait là. Donc, pareil, s'ils voulaient nous conquérir, nous anéantir, ça se ferait en quelques minutes, voire moins de temps que ça. Je pense qu'ils pourraient nous anéantir la totalité de la population terrestre en quelques minutes. Ça ne poserait aucun problème technique. Après, quand on sait comment ils raisonnent, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus humains que nous. On voit que leur technologie leur permet de voyager dans les dimensions, puisqu'ils sont capables de sortir et rentrer dans le monde physique, et on les rencontre effectivement dans les fréquences supérieures. Et là, on voit leurs vaisseaux. Tous les voyageurs hors du corps, ceux qui voyagent fréquemment, les voient.
Il y a des gros trucs, il y a des petits trucs, il y a des petits machins, ils ont des sondes, des fois je suis allé fourrer mon nez dans leurs trucs, tu te demandes comment ça marche, je ne comprends pas forcément. Il y a des machins, il y a quelques temps j'ai vu une de leurs sondes, comme ça je l'ai rattrapée, j'ai regardé, il n'y avait rien dedans, enfin quasiment rien. Il y avait un petit dispositif rouge là, parce qu'on voit l'empreinte de l'intention de ceux qui l'ont bâti. Et ce dispositif permettait de faire énormément de choses, mais il était prévu pour s'autodétruire en cas de chute de l'objet. C'était une sonde de type sphérique comme ça. Il n'y avait rien dedans, on se demandait comment ça volait ce truc-là. Donc c'est un exemple, hein. J'ai vu des vaisseaux qui sont de très très bonne taille aussi, hein. C'est une question vraiment de fréquence. Si tu es très très proche de leur vibration de base, bah, tu es solide pour eux, ils peuvent te toucher. Si tu es un peu décalé, bah, tu es comme un fantôme pour eux. Ceux qui sont là sont soit en visite, soit en balade, ils passent par là et ils vivent leur vie, ils font du tourisme, il y en a certains qui font du tourisme, il y en a qui se ravitaillent, ils peuvent prendre de l'eau, ils peuvent prendre des trucs dont ils ont besoin. L'eau, c'est quand même souvent un constituant dont les gens ont besoin. Il ne faut pas être choqué s'ils prennent un peu d'eau par-ci par-là, ils ne vont pas piquer toute la planète, hein. L'eau est un produit extrêmement répandu dans l'univers, donc tout le monde se sert, c'est normal. Mais je parle particulièrement de ceux qui sont chargés de gérer la planète, hein, dans mon bouquin, parce qu'il y a véritablement des races ici qui sont là pour gérer la planète au sens général, et c'est très loin d'être uniquement l'humanité. C'est pareil quand on pense à la planète, l'être humain confond la planète avec lui-même, mais on n'est pas tout seul sur cette planète, hein. Il y a quantité d'animaux dont certains sont considérés comme très évolués par les administrateurs de la planète. Alors ils font plein de choses, hein. D'abord ils sont sur le planning d'amélioration de l'être humain. Ça comprend beaucoup de facettes que tu trouveras dans la littérature ufologique, hein, des enlèvements, des examens médicaux, des implants, l'action par le champ énergétique. Ils s'occupent également de toute la géologie et ils créent de nouvelles espèces sur Terre en ce moment même encore, hein. Ils continuent leur travail de création, de développement. Le R&D fonctionne à plein régime. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à intervenir ostensiblement auprès de notre quincaillerie nucléaire, hein, civile ou militaire. Ils nous disent clairement, les gars, on est là, faites pas les cons. En tout cas, pour la Terre, ce n'est pas une bonne chose qu'une usine comme Tchernobyl explose, parce que c'est ce qui a failli se produire, et rende pour des centaines de milliers d'années tout l'environnement incompatible avec la vie, quoi. Donc bon, ça a été contenu, ils se sont débrouillés. On est comme des enfants qui vont découvrir une technologie qu'on pense maîtriser, mais ils savent très bien qu'on ne la maîtrise absolument pas. Et que les incidents peuvent arriver absolument n'importe où, en France comme ailleurs. Les incidents qui peuvent se transformer en accidents très graves. Donc ça les soucie réellement. Ils détestent notre industrie nucléaire, ils détestent nos armes nucléaires. Ça, chaque fois qu'ils ont une occasion d'en placer une là-dessus, ils le font. Ils se montrent, mais ils n'interviennent pas directement dans nos affaires. Ils laissent les êtres humains se massacrer en permanence. Et ils assistent à ça. Ils disent, voilà, telle guerre, tel truc, pour telle raison, tel principe, pour des raisons idéologiques, mais c'est souvent plus pour des raisons de conquête, hein, que les êtres humains se massacrent par centaines de millions. Et ça a toujours été comme ça. Simplement, là, on est plus nombreux, donc il y a eu des massacres. Il y a des massacres, c'est un peu plus important en termes de millions. Mais bon, globalement, il en reste, hein, puisqu'on est 7 milliards maintenant. Donc là-dessus, ils nous laissent faire. Je me demande pourquoi aussi, mais bon... Leur objectif, c'est de nous faire avancer, de nous faire évoluer. On en est dans les 2 premiers siècles de notre développement technologique. Il y a des civilisations qui ont des centaines de millions d'années. Tu imagines le chemin qu'on a à parcourir? On est très loin d'avoir tout compris à tout. On va vivre de grandes évolutions technologiques, même dans ce siècle-là. On est des espèces d'enfants, ils nous considèrent plutôt avec tendresse. Ça, c'est très surprenant. Quand j'ai compris ça, j'ai été très surpris parce que c'est pas du tout que le regard que j'avais sur moi-même et sur la situation ici, étant immergé dedans. Dans un premier niveau de conscience, on pense qu'on est très intelligent, qu'on sait faire beaucoup de choses. Dans un deuxième niveau de conscience, on voit qu'on est une bande de sauvages primitifs, complètement inconscients. Et on se dit que si l'humanité était détruite, ça serait peut-être pas une mauvaise chose pour le cosmos. Et en troisième lieu, on se dit qu'il y a des gens très avancés qui nous considèrent avec tendresse à l'intérieur de toutes nos erreurs et qu'on va avancer quand même. Voilà. Donc, encore une fois, tout dépend de l'endroit où je me situe. Mais, je peux me situer aux 3 endroits en même temps, hein. Mais les êtres supérieurs nous voient comme des enfants qui ont accepté une épreuve particulièrement difficile, et souvent ils sont passés par cette épreuve-là. Ils ne nous jugent pas du tout comme des créatures inférieures. D'un point de vue de l'esprit, il n'y a pas de créature inférieure. Les êtres sont tous égaux, il n'y a pas de hiérarchie. Après, techniquement, le matériel qu'on utilise est plus ou moins avancé, nous permet de vivre plus ou moins de choses. Donc oui, le corps humain, tel qu'il est actuellement, a peu de possibilités, mais ces possibilités sont en train de s'améliorer. C'est voulu comme ça depuis le début. Mais si on s'attache uniquement à ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire la nature, les animaux, les insectes, et qu'on touche la dimension simplement énergétique. On n'est pas dans les trucs extravagants, hein. Dans la dimension énergétique, il n'y a pas de hiérarchie au sens où on le conçoit, nous, au point de vue physique ou mental. On va dire. Il n'y a pas de hiérarchie. Et on sent, par exemple, l'intention d'un insecte est très forte, équivalente à celui d'un être humain. Pourtant, sa masse
biologique est beaucoup plus faible. Une plante a une énorme intention également. Donc on se rend compte que la hiérarchie en termes de puissance, d'action, elle n'est pas ce qu'on croyait être. Et on voit plus ça comme une espèce de foisonnement, de bouillonnement, d'unité, dans lequel tout circule, tout s'interprète, et tout échange avec tout. C'est plus comme ça qu'on le voit. Et où placer de la hiérarchie là-dedans? On perd pied, on ne la trouve plus. Tout est conscience, tout a une intention. Et quand on le voit directement par l'expérience, on se dit « Ouf, j'avais vraiment cru être important. J'avais vraiment cru être intelligent, j'avais vraiment cru être au sommet de l'évolution terrestre. » Ce n'est pas le cas. Ça dépend du bec que tu as en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement comme si tu posais la question, tu es parti en Australie, tu as rencontré des gens, c'était comment? Ça dépend de qui j'ai rencontré, il y a de tout, hein. Ils ne sont pas tous taillés dans le même modèle, tu vois. Tu as de tout, tu as des gens qui nous adorent, très schématiquement, tu as des gens qui pensent qu'on est vraiment une bande de sauvages, et que bon, bof, il applique les ordres, mais bon, c'est pas un fanatique de la race humaine non plus, tu vois, terrestre. Parce que la séparation qu'on fait entre les êtres humains terrestres et les non terrestres est complètement artificielle. On a tous été des êtres et des extraterrestres, si on veut utiliser cette terminologie-là, et on le sera tous à nouveau après notre cycle d'incarnation terrestre. Donc, tout dépend du regard, à quel niveau tu jettes ton regard sur ce qui se passe. Si tu adoptes la vue satellite, tu verras les choses d'une manière différente. On ne s'incarne pas ici pour l'éternité. On n'est pas des humains terrestres pour l'éternité. Quand tu retrouves les mémoires, tu te souviens de ça. Tu sais qui tu es. Mais en fait, c'est un voile un peu épais, mais il ne faut pas grand-chose pour l'écarter et dire « tiens, ça a toujours été là ». C'est un peu comme si on avait joué à se perdre et à s'oublier. Mais c'est un jeu. Tu as souffert quand tu étais dans la cour de récréation, tu étais petit, tu avais 3 ans. Et puis, mais regarde cette même scène de l'endroit où tu te trouves maintenant et avec ton âge actuel. Tu verras les choses autrement. Donc, tu observes bien la même chose, mais d'un point de vue différent. Et bien ça change tout. C'est le point de vue qui compte. On peut tellement inventer de jeux, on en a inventé une infinité. Un de nos jeux, c'est celui-ci. C'est rigolo, on a joué à se perdre et à s'oublier. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je donne un exemple. Imagine que tu te promènes ici sur la planète et que tu rencontres le Christ. Un être absolument exceptionnel, avec une radiance prodigieuse, et qui te disent, et que tu comprennes à son contact que tu peux devenir comme lui. Eh bien, tu n'as pas pensé qu'à un truc, c'est à devenir comme lui. Parce que tu es tellement ébahi de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il est, et que tu es pénétré de l'idée que c'est possible pour toi d'arriver dans cette situation-là, dans cette position-là, mais tu ne penses plus qu'à ça. Eh bien, voilà une des raisons pour lesquelles on s'incarne et on vient ici. C'est-à-dire qu'on a rencontré des gens hautement évolués, qui nous ont sidérés littéralement, qui sont capables d'avoir un spectre de circulation dans les dimensions qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Ça, c'est un point très important. Je parlais de la liberté, mais plus ton spectre est grand, plus tu es libre. Tu vois. Et ils viennent de régions qui sont inaccessibles. Donc ils nous visitent de temps en temps, tu les rencontres, et quand tu les rencontres, tu te dis « Waouh, c'est impossible que je ne me batte pas pour arriver à leur niveau ». Tu as un espèce de modèle dans lequel tu te dis « Mais évidemment, il faut que je devienne comme ça, il faut que j'aille dans cette direction-là ». Hors du corps, tu vois par moments des gens qui viennent des mondes supérieurs. Ouais. Pour te le décrire en 2 mots, c'est la somme des choses les plus belles qui sont en nous. Donc de l'intelligence, de la sensibilité, de la sagesse. Et en même temps, ils sont aussi frais qu'un enfant de 2 ans. C'est incroyable. C'est tout en même temps. D'un certain point de vue, tous les êtres humains qui sont incarnés ici sur cette planète, même s'ils sont des sales types, sont des héros. Parce qu'il faut être très très courageux pour accepter ce type d'apprentissage. Donc, du point de vue, quand on se met à râler pâquerette, il y a des salopards, il y a des gens qui tuent, qui massacrent, etc. Mais on a été souvent des gens comme ça, dans nos vies passées. Une fois qu'on a retrouvé la mémoire, moi, je n'ai pas étalé dans mon bouquin les vies dans lesquelles j'ai massacré beaucoup de gens, mais je l'ai fait. Et donc, j'ai été tour à tour un sale type et je fais partie des gens qui ont été massacrés. Le bien et le mal, c'est une question de point de vue. Alors, ça ne veut pas dire que tout est permis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses positives et pas de choses négatives, mais c'est beaucoup une question de point de vue, malgré tout. Je reprends l'exemple de la cour de récréation quand on était enfant. Il y a des choses qu'on a jugées comme étant bien ou mal, voire extrêmement bien ou extrêmement mal. Mais avec le regard que nous avons, nous, qui sommes des adultes, on peut juger les choses d'une manière entièrement différente. Or, ça nous paraissait vraiment, sur le coup, fondamentalement extrêmement bien ou extrêmement mal. Et dans les mondes supérieurs, ces notions de bien ou de mal s'effacent pour faire la place à autre chose, à plutôt une variété de sensibilités qui est absolument immense. On a tendance à raisonner de manière très binaire dans le monde physique, de manière très très simpliste. Or, le monde et la réalité d'une manière générale, elle n'est pas blanche ou noire, elle est plutôt grise, plutôt variée. Penser en binaire, c'est commode, c'est comme ça que ça fonctionne, pour la survie. Je rencontre quelqu'un dans la jungle, c'est ennemi ou ami, d'accord, binaire.
Est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois combattre? Mais la vie, la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah bah, ils vivent leur vie, hein. Ils ne sont pas scotchés à toi non plus 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à leur place? Les miens, en tout cas, auxquels je suis habitué, ils passent de temps en temps. Quand ils me parlent, en général, j'en fais qu'à ma tête. C'est comme ça, c'est les relations qu'on a pour l'instant. Depuis quelques temps, j'obtempère un peu plus à leurs conseils. Mais ils savent très très bien faire les choses, ils nous connaissent très bien. C'est des amis, moi je les vois plutôt comme des amis, des gens qui sont en général, qui viennent des mêmes régions que nous, avant l'incarnation, qui nous donnent un coup de main. Après, il y a aussi des anges, il y a des êtres de toutes sortes qui sont là, ça existe réellement. Quand j'en ai vu, j'étais bien étonné. La première fois que j'ai vu un chérubin, je le raconte dans le bouquin, j'ai cru que c'était une blague, que quelqu'un m'avait fait une blague astrale. J'ai essayé de dissoudre la création en disant, mais c'était pas. J'ai essayé une fois, deux fois, en y allant aussi fort que je pouvais, mais le truc était, voilà, c'était pas une création. Il nous aide un peu comme tu tiens un enfant par la main. Le gamin, il a 2 ans, il apprend à marcher, tu le guides, tu as beaucoup d'affection pour lui, tu vas le voir. Tu sais qu'il va faire plein d'erreurs, le gamin, mais tu l'accompagnes avec tendresse. Ben, c'est pareil. Ils ont beaucoup d'humour, c'est une de leurs caractéristiques. Alors, il faut bien faire la différence entre les parasites énergétiques et les copains qui nous aident. Les parasites énergétiques ont toujours le même vocabulaire. Enfin, actuellement, ils vont peut-être en changer, mais actuellement, c'est tu es un élu, tu as été choisi, tu as une mission, tu es quelqu'un de vachement important, et tu vas sauver du monde, tu vas sauver des âmes, par exemple, ce genre de truc, tu vois. Alors, c'est top, ça. Ça, c'est le parasite parfait qui s'exprime, qui te manipule. Voilà, si quelqu'un dit « moi je suis un élu », c'est bon, tu as compris. Il n'y a personne qui a une grande mission. Il n'y a personne qui est un élu, pourquoi il le serait? Voilà, il faut réfléchir 2 secondes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement, pour nous pomper un certain type d'énergie, ils induisent en nous un certain nombre d'objets mentaux, d'images mentales, pour nous conforter dans la production d'un certain type d'énergie. Donc, une de leurs manières habituelles de fonctionner, c'est ça, c'est nous générer de la frustration, de la peur, de la colère. Ils se nourrissent de ça pour une partie d'entre eux, encore une fois. Dans l'écologie énergétique, certains se nourrissent avec ce qui sort de l'être humain énergétiquement, et d'autres ne font pas partie du cycle de consommation de l'être humain, si tu veux. Ils ne se nourrissent pas de nous. Mais en tout cas, un certain nombre nous manipulent pour ça, et c'est les vrais manipulateurs de l'humanité. Ce n'est pas les extraterrestres. Ce sont les entités énergétiques qui sont, pour qui on est une proie. Même si tu n'as pas peur, la plupart des gens n'ont pas peur de ça, ils ne savent pas que ça existe. Donc, ils sont quand même parasités, donc, plus ou moins, suivant les personnes. Donc, il y a des véritables moyens de se déparasiter. Il y a des méthodes qu'enseigne, par exemple, l'IAC, avec les anneaux énergétiques, par exemple, pour se débarrasser de certains parasites, parce que d'autres sont profondément ancrés comme s'ils étaient enracinés dans la structure énergétique. Tu vois. Des parasites peuvent se déguiser en amis, donc il faut faire attention. Chaque fois que tu es flatté, chaque fois qu'ils te croient, enfin, qu'ils arrivent, qu'ils essayent de te faire croire que tu es un élu, c'est leur truc habituel, hein, que tu es particulièrement choyé, que tu as été choisi, tu es partie d'une espèce d'élite. C'est typique, hein, ils entendent des trucs, ils entendent des voix, mais ils entendent vraiment. Mais qui leur parle? Et c'est pas parce que le mec il te dit des trucs qui sont vrais, l'entité te dit des trucs, parce qu'elle a la connaissance énergétique, donc elle est capable de voir ce que tu as dans la tête, ce qu'un tel a dans la tête, donc elle est capable de te révéler des secrets. Et elle a aussi ce que j'appelle la vision au devant. Quand la conscience évolue, elle se souvient de qui elle était. Elle éclaire loin en arrière, plus ou moins loin, mais elle éclaire aussi au devant. Donc ces gens-là, ils éclairent naturellement au devant, ils voient les événements qui vont se dérouler dans les prochaines heures, les prochains jours. Il suffit de transmettre l'information au pauvre gars là, qu'on veut influencer. Dans 2 jours, il va se passer ça. Voilà. Ça donne du pouvoir à la personne, ça donne du pouvoir à l'entité. Elle emprisonne la personne qu'elle influence de cette manière-là. Parce que c'est pas parce qu'elle raconte des trucs justes, que personne ne peut savoir, que c'est une entité bienfaitrice. C'est souvent une manière de manipuler la personne. Je parlais de nos amis sont dans une toute autre intention, ils sont vraiment là pour nous aider pour notre évolution. Ils vont agir sur toi de manière directe, en te touchant, en te manipulant énergétiquement, et tu les sens vraiment. Et ils peuvent même te donner un coup de main lors des sorties du corps ou à l'occasion de sortir du corps. Ils m'ont donné un coup de main pour sortir, c'est arrivé plusieurs fois, et ils m'ont guidé vers des choses qu'il fallait voir et que je ne voulais pas voir, parce que j'ai envie de partir en vacances. Tu vois, j'ai envie de, non, je ne veux pas aller là, non, tu vas là. Mais je résiste, mais alors là, j'ai essayé toutes les prières du monde pour aller à l'endroit où je voulais. Donc ça ne marchait pas. Donc ils t'emmènent voir quelque chose de spécifique parce que, un peu comme s'ils te prenaient par les épaules. Ils disent non, mon petit gars, tu ne vas pas aller par là, tu n'es pas en vacances, tu vas aller voir ça. Donc ils font ça. Et de temps en temps, ils m'ont donné un bon coup de main pour me tirer, par exemple, d'une prison astrale dans laquelle je m'étais fait enfermer, que je n'arrivais pas à sortir. Une fois, comme ça, ils m'ont tiré, ils m'ont littéralement pris par les épaules, ils m'ont sorti de là. J'étais éperdu de reconnaissance, mais je n'arrivais pas à les voir. J'essayais de les voir autour de moi. Je leur dis merci. Je ne trouvais pas. Ils m'ont tiré de là, point barre. Ils font leur travail, ils t'aiment, mais ils ne te demandent rien. Le contraire d'un manipulateur énergétique.
Pour parler de Lucia et de Pandora Star, ce sont des technologies de neurostimulation par ondes lumineuses. Alors en fait, c'est de la lumière blanche que tu regardes les yeux fermés. Ça a un effet sur le cerveau et sur le champ énergétique, de manière pratique. Pour environ 40% des cas, on a autre chose, d'autres éléments, d'autres choses que la psychédélie qui intervient, et on commence à avoir des images qui sont non géométriques, qui interviennent dans la conscience, qui sont vécues comme étant vues directement. Et il peut s'agir de personnages, il peut s'agir de scènes ou de paysages qui sont vus quelquefois en haute définition. Et à ce stade-là, bien des choses peuvent arriver qui sont de l'ordre du spirituel concret. On a quelque chose de concret, on peut rencontrer par exemple son moi supérieur. Je vous donne juste un exemple. Évidemment, ça peut faire rire, ou on peut s'interroger sur la signification. En tout cas, les gens qui vivent ça sont tout à fait intimement persuadés qu'ils ont vécu cette expérience-là, et ça les transforme, et ça les marque profondément. Ça fonctionne sur 95% des gens tout de suite. Sur 5% des gens, des personnes testées, c'est assez lent, c'est plus laborieux. Mais alors on a une série de choses, de phénomènes qui s'installent tout de suite dans la conscience. En particulier des images de type psychédélique qui sont plutôt claires, qui sont plutôt intenses. Et ça va agir pour stimuler le cerveau d'une manière générale. Ça va solliciter des neurones qui sont dormants dans le cerveau, c'est comme ça que je l'interprète, par une profusion d'images et de formes et de couleurs complètement nouvelles. Ça donne une espèce d'éveil de la conscience, qui est complètement physiologique, complètement logique et compréhensible, qui fait que les gens vont mieux réguler leur corps, leur sommeil par exemple, ils vont mieux mémoriser les choses, dont leurs rêves, et ils vont se sentir beaucoup plus sereins et plus aptes à prendre des décisions dans leur vie ordinaire. Donc les effets se prolongent dans la majeure partie des cas sur les jours et les semaines qui suivent, et quelquefois il y a une espèce d'effet cliquet qui fait que la personne a acquis un état où elle demeure perpétuellement. Enfin apparemment, on a presque un an de recul maintenant sur les premiers cas. Donc il semblerait qu'il y a des mécanismes de transformation également de la personne qui s'opèrent, qui augmentent son niveau de lucidité sur elle-même, donc qui est capable en conséquence de prendre des décisions pour elle-même et pour les autres. De manière concrète, on ne parle pas de théorie ou de dogme quelconque. Pour les gens qui voient le champ énergétique, ils sont de plus en plus nombreux, on observe qu'il y a une montée en fréquence, donc une dilatation du champ énergétique, qui est à ce moment-là capable de, par exemple, rentrer en communication avec ce qui l'entoure. Dans l'état standard de fréquence, le champ énergétique il est assez pâteux, j'appelle ça de la confiture ou de la glu. Dans l'état de superfluidité, il est capable de communiquer avec son environnement, donc les humains entre eux, les humains avec une plante, le sol, le ciel et tout ce que tu veux. Et on observe que dans cet état de superfluidité énergétique, les gens sont plus aptes à rentrer dans les processus de guérison. Donc un magnétiseur va agir beaucoup plus facilement sur quelqu'un qui est en état de superfluidité énergétique. Il va agir plus vite et de manière plus franche, plus nette. Donc ça donne lieu également à une modification du niveau de la conscience, puisque les deux sont liés, il y a une espèce de lien un peu élastique entre le niveau vibratoire du champ énergétique et le niveau vibratoire de l'état de conscience. Donc l'un va entraîner l'autre. Ce qui fait que l'état de conscience peut susciter l'état énergétique. Donc pour moi, ces technologies sont des technologies d'apprentissage ou de réapprentissage des états vibratoires supérieurs. C'est-à-dire que les gens prennent contact avec ces sensations-là. La sensation, c'est la base de l'apprentissage. Exactement comme quand on a été, je sais pas, on a eu un accident de la route, on a eu les jambes pétées, on va utiliser des béquilles pour retrouver sa sensibilité et apprendre à marcher. Donc les technologies de neurostimulation, comme Lucia ou Pandora Star, vont permettre aux gens de retrouver le contact avec ces sensations, et très vite, le plus rapidement possible, c'est ce que je recommande, c'est d'apprendre à ressusciter, à recréer ces états vibratoires uniquement par l'évocation mentale. Et ça fonctionne très bien. C'est une espèce de marchepied, une ou deux marches pour aller vers les états vibratoires supérieurs. Une fois qu'on est sur la troisième marche, eh bien, on laisse ça de côté, on passe à autre chose. Sous Lucia, on a un pourcentage non négligeable de personnes qui sont directement influencées par une créature non physique, voilà, qui peut la soigner pendant une demi-heure. Ça arrive assez souvent. Donc les gens sont touchés, manipulés, guéris quelquefois au cours d'une séance Lucia, simplement parce que la technologie les fait monter en énergie, donc ils deviennent accessibles à quelqu'un qui descend en énergie, si tu veux. Les personnes se rencontrent. Donc ils sont là, on n'a jamais été seul, on n'a jamais été isolé. On a cru qu'on l'était, mais c'est faux. Oui, alors il y a beaucoup d'annonces de ce genre-là, de catastrophes annoncées. À l'évidence, c'est dans certains esprits. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. Moi, j'ai aucune information, du moins j'ai eu très rarement des informations sur l'avenir. Et quand j'ai eu ces informations, elles ne concernaient que moi en général. Donc les grandes catastrophes annoncées ne se produisent jamais, c'est ce que j'ai tendance à voir.
Mais préparons-nous au pire, on ne sait jamais, parce que ça va nous mettre dans une situation d'urgence qui va peut-être nous obliger à changer. C'est peut-être ça la clé du problème. C'est-à-dire qu'on nous pousse peut-être à bouger en nous mettant dans une situation d'urgence. On en a parlé tout à l'heure. Sur l'avenir de l'humanité, globalement, quand on prend un peu de distance, elle évolue, elle est là pour évoluer, et elle va continuer à évoluer. J'espère qu'elle ne va pas détruire la planète ou la biosphère. Bon, il n'y a rien d'acquis, ça s'est déjà produit dans le cosmos, ça se produit régulièrement, qu'une civilisation primitive détruise la totalité de la planète. Donc pour l'instant, apparemment, on ne va pas nous laisser faire et on ne va peut-être pas le faire. C'est ce qu'on souhaite. Ici, on aime bien cette planète, on aime bien ses paysages, sa diversité. On voudrait éviter le gâchis. Je suis plutôt optimiste sur l'avenir. Je pense qu'il va falloir régler les problèmes de population humaine, qu'il va falloir se limiter à un moment ou à un autre, et trouver une autre façon de consommer, trouver des énergies beaucoup moins destructrices pour l'environnement. Je pense que c'est technologiquement à notre portée. Je pense qu'il va falloir laisser apaiser le poids des religions sur cette planète-là, parce que c'est vraiment facteur de division, qu'on a beaucoup de mépris pour la vérité. On voit à la télé, ou partout, dans tous les pays d'ailleurs, le politiquement correct, ou plutôt le politiquement correct des gens qui pensent avoir le pouvoir. Les gens en soif de vérité se détachent de plus en plus des médias classiques. Ils savent très bien qu'on ne nous dit pas toute la vérité, voire qu'on nous la travestit, même si on est dans un pays libre en France, on voit très bien que les gens ne s'expriment pas correctement et que les journalistes sont peu crédibles. C'est la raison pour laquelle tous les médias alternatifs sont en train de pousser très fort, en particulier parce que les nouvelles générations font un rejet total de l'ancien système. Ils ne lui font absolument pas confiance. Ils n'écoutent ni les hommes politiques, ils n'ont pas la télé, ils ne lisent pas les journaux. Donc ces gens qui pensent avoir le pouvoir, et y compris le pouvoir sur les esprits, se trompent. Le monde change plus vite qu'ils ne l'imaginent. Là, je peux te parler de quelque chose que j'ai vu il y a déjà 20 ou 30 ans, lors d'un voyage. Effectivement, j'ai fait un petit saut dans le temps et j'ai constaté ça. J'ai constaté qu'on était dans un système de communication où il y avait un espèce d'État qui voulait contrôler effectivement l'information, mais il perdait pied très rapidement parce que l'information est diffusée partout en même temps. Je pense que la technologie Internet va se développer encore. Donc on va assister à ça, à une décentralisation du pouvoir. Il va être diffusé partout, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et à chacun de faire son choix. Il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de mission. Mais il y a des petites choses comme ça qui circulent à droite et à gauche. Ce qu'on a globalement à faire, c'est à faire en sorte que cette humanité continue à avancer, à apprendre, à l'améliorer si on peut. On est dans un monde où de plus en plus il faut se lâcher, il faut accepter les réalités de ces choses-là. On est tellement verrouillé par des systèmes de croyances, la croyance en la division, la croyance en la non-existence de telle et telle chose. Quand on se lâche, les choses arrivent. Voilà. Quand on arrête de se protéger, de toutes les façons possibles, on arrête de se protéger, les choses arrivent. Et moi, je ne parle pas de ça dans le vide, hein, je le vis, je l'ai vécu encore ces derniers jours. Des choses apparemment miraculeuses sont en train d'arriver, sont en train de m'arriver, et arrivent à des gens autour de moi. Et c'est tout à fait étonnant. Donc ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. Arrêtez de bloquer, c'est ça. Et ce qui vient est surprenant. Et c'est non seulement surprenant, mais c'est puissant. Ça t'emporte. Et puis tu es content d'être emporté.